C'est arrivé. Un engin 10 000 fois plus intense que tout ce qu'on n'a jamais repéré. Il vient de franchir les confins de notre système solaire. Et il ne vogue pas au hasard. Il ne tournoie pas non plus. Il se fixe sur la cible 3I, Atlas. Le 12 septembre 2025. Le firmament bascule. L'instrument Swan clignote un signal muet d'alerte. Une queue 5 fois plus large que la pleine lune embrase l'obscurité. Une luminosité inédite depuis Hale-Bopp, voire de toute l'histoire. Et voilà qu'un autre 3I, Atlas, surgit déjà scruté, déjà en train de défier les lois des comètes ordinaires. Deux entités, trajectoires opposées, mais points de chute identiques, semaines communes. Elles n'arrivent pas simplement, elles fusionnent. Plus elles approchent, moins on peut y croire comme à un phénomène naturel. Le 12 septembre 2025, les astronomes veillant sur l'instrument Swan à bord du vaisseau spatial SH ont capté un élément qui a tout de suite violé les protocoles. Un point lumineux et véloce balayait le ciel. Rien de discret là-dedans. Sa queue s'étalait sur 2,5 degrés d'arc céleste, soit environ 5 fois la largeur de la Lune pleine, pour donner une idée. Une envergure pareille n'avait pas été observée depuis des décennies. En quelques heures, les relevés affluaient. L'objet reçut vite la désignation C-25R de Swan. Les premières mesures de magnitude l'évaluaient à 7,4, visible déjà aux jumelles et aux télescopes modestes. Les astronomes amateurs l'ont validé sur le champ. Des photos ont commencé à pulluler sur le web. Dans un cliché, la queue débordait presque le cadre de l'appareil. Une chose aussi imposante, aussi éclatante, filant à vive allure, ça ne passe pas inaperçu. L'Union astronomique internationale a réagi promptement pour lui octroyer ce nom, et la communauté scientifique pro s'y est attelée sans tarder. Mais les données défiaient la logique. La plupart des comètes mises au jour à notre époque sont pâles. Elles se révèlent comme des taches floues nécessitant des instruments puissants et de longues pauses pour être détectées. Swan, lui, faisait l'inverse. Il s'imposait, irrésistible. Il illuminait déjà la constellation de la Vierge et gagnait en éclat quotidiennement. Le 13 septembre, experts comme passionnés signalaient une hausse brutale de brillance, doublée d'une architecture sophistiquée dans la queue. Pas seulement étirée, elle était superposée, acérée, mouvante. L'objet ne larguait pas sa matière au petit bonheur. C'était orienté, précis. Cette splendeur fulgurante a vite alimenté les hypothèses. S'agissait-il d'un éclat d'une masse plus vaste, d'une comète instable issue du nuage d'Oort, ou d'un intrus inédit éjecté vers l'intérieur par une perturbation gravitationnelle? Aucune explication classique ne tenait. Ce n'était pas du comportement cométaire standard, et plus on le suivait, moins il paraissait organique. Sa courbe de luminosité était fluide et stable, mais trop abrupte. Il ne réagissait pas comme un corps poussiéreux qui s'illumine graduellement au contact du Soleil. Il s'allumait vite, presque comme une machine, et sa route n'avait rien d'une intrusion fortuite. Il plongeait dans le système interne à un angle raide de 60 degrés par rapport à l'écliptique. Une orbite fortement inclinée qui ne collait pas aux comètes de longue période habituelles. Il traversait l'intérieur comme s'il respectait un horaire strict. Les spectrographes ont attisé l'énigme. Le noyau renvoyait la lumière de façon inattendue. Les comètes classiques arborent une croûte pulvérulente qui diffuse le rayonnement solaire de manière prévisible, diffuse, non métallique, mais Swan affichait des reflets nets et métalliques. Certains spectroscopistes amateurs ont repéré des pics évoquant du nickel ou du cobalt, ces métaux terriens prisés pour leur robustesse et leur tolérance thermique. L'expression « coque en nickel-cobalt » a vite circulé dans les forums et les podcasts. À ce stade, le débat a viré de bord. Non plus seulement « qu'est-ce que c'est », mais « pourquoi maintenant ?» C'est là que les parallèles ont émergé, surtout avec ces 1995 O1 Hale-Bopp, et plus loin encore avec la grande comète de 1811. Toutes deux avaient marqué la culture par leur éclat et leur accessibilité. Mais Swan ne se contentait pas de les égaler. Il s'apprêtait à les éclipser. La communauté des astronomes amateurs consignait chaque évolution. Des bilans nocturnes fleurissaient en ligne, variations d'éclat, déplacement de queue, formation d'auréoles. La queue n'était pas un sillage inert de glace et de poussière. Elle réagissait. Certains ont même perçu des micro-éjections, des pulsations rythmiques de lumière à sa base, interprétables comme des rejets de matière ou des émissions dirigées. Fin de semaine, l'orbite de Swan était modélisée avec une précision croissante. Son périhélie, point le plus proche du Soleil, était prévu pour le 20 octobre, à environ 150 millions de kilomètres du Soleil. À peu près la distance Terre-Soleil. Un survol serré, en termes astronomiques. Mais plus stupéfiant que l'orbite, c'était sa période. D'après sa trajectoire,
Swann ne repointerait pas dans le système interne avant 22 554 ans. Un délai qui remonte avant l'histoire humaine écrite. Sa dernière visite près de la Terre remontait à l'âge glaciaire, quand les humains gravaient des signes sur la pierre et érigeaient les premières constructions connues. Ça haussait les enchères. Si Swann n'était qu'une comète, c'était un événement unique pour une civilisation entière. Mais s'il s'agissait de plus, d'une chose pilotée, alors il effectuait un voyage long et intentionnel, et il était l'arrivée de cet objet n'avait rien d'un hasard. Les échanges ont rapidement viré à l'hypothèse hasardeuse. Plusieurs astrophysiciens ont appelé à la prudence. Des irrégularités spectrales pourraient provenir d'une défaillance instrumentale ou d'une perturbation extérieure. Des pics de luminosité pourraient résulter de fissures superficielles ou d'une éruption gazeuse imprévue. Pourtant, même en adoptant des hypothèses minimalistes, les calculs ne concordaient pas. Son émission énergétique, estimée à partir de la vitesse de la queue et de l'intensité lumineuse, atteignait des niveaux de l'ordre du térawatt. Ce n'était pas simplement inhabituel. C'était inconcevable pour un corps composé de glace et de roches. Et pourtant, il était là, nuit après nuit, de plus en plus éclatant, net et organisé. Son noyau ne se disloquait pas. Sa traînée n'était pas désordonnée. Il tenait bon, filait à vive allure et le faisait avec une exactitude remarquable. Puis sont arrivées les mentions d'un halo argenté. Pas une simple lueur, mais une enveloppe symétrique durable qui suivait le déplacement de l'objet et modulait sa brillance à l'approche du Soleil. Pour certains, cela évoquait un bouclier magnétique ou plasmique. Rien de tel n'avait été observé sur une comète auparavant, ni même anticipé par la majorité des simulations. Sans images rapprochées, toutefois, chacun ne pouvait que supposer. Mais ces suppositions gagnaient en volume. C'est le calendrier qui a basculé le débat vers les marges extrêmes. La détection de Swann survenait seulement quelques jours après le retour d'un autre corps. Triatlas, approchant depuis une région céleste totalement distincte. Deux entités distinctes, sur des trajectoires inclinées de façon abrupte, prêtes à frôler leur périhélie dans une fenêtre de 10 jours identiques. La configuration défiait les probabilités. Leur distance au Soleil se chevauchait à moins de 50 millions de kilomètres l'une de l'autre. Plus proche que Mars ne s'approche jamais de la Terre. D'aucuns balayaient cela d'un revers de main. Pur hasard cosmique. D'autres y voyaient un couloir, un passage étroit dans l'espace et le temps que les deux occupaient simultanément. Mais face à un objet comme Swann, imposant, radiant et potentiellement artificiel, l'idée de coïncidence peinait à tenir. Et tandis que les deux se rapprochaient de leur point d'approche minimal au Soleil, le scénario catastrophe se dessinait. Personne ne pourrait les surveiller. Du 8 au 18 octobre, les observatoires terrestres seraient aveugles en raison de la conjonction solaire, période où le Soleil masque tout ce qui s'en approche dans le ciel. Swann fonçait droit dedans. Triatlas aussi. Deux anomalies, deux convergences, et deux disparitions dans une fenêtre où les télescopes les plus puissants de la Terre deviendraient inopérants. Derrière ce voile d'obscurité, ils traverseraient, se croiseraient ou fusionneraient. Nul ne le savait. Et officiellement, nul n'avait le droit d'interroger. Plus on creusait Swann, moins cela ressemblait à un coup du sort et plus à un choix délibéré. Il y a les accidents, et puis il y a des alignements si précis qu'ils paraissent orchestrés. Swann n'est pas isolé. Seulement quelques jours avant son surgissement, un autre corps, Triatlas, était déjà en route, déjà examiné, déjà source d'inquiétude chez les savants. Issus du Sagittaire, Swann de Verseau. Leur vecteur d'approche écarté de plus d'un quart du firmament. Angles variés, vitesse distincte, provenance opposée. Et pourtant les deux atteindront leur périhélie, le plus près du Soleil, dans une fenêtre de 10 jours. Swann le 20 octobre, à 150 millions de kilomètres. Triatlas le 17 octobre, à 203 millions de kilomètres. Plus proche que Mars de la Terre jamais. Deux corps sans lien, deux masses sur deux orbites extrêmes. Et voilà qu'ils effleurent le Soleil en tandem, les astronomes parlent de couloir, un étroit sentier spatio-temporel. Et les deux y sont entrés. Mais cela empire car au moment de leur arrivée, nous serons sourds et muets. Du 8 au 18 octobre, les instruments terrestres sont virtuellement neutralisés. L'éclat solaire interdit toute observation directe. On appelle cela conjonction solaire, un événement routinier en astronomie. Mais cette fois, ce n'est pas qu'un désagrément. C'est calculé. La période d'aveuglement coïncide pile avec l'instant décisif, la rencontre. Pas de Hubble, pas de Webb, pas de réseau au sol, seulement un mutisme radio. Et pas uniquement pour des raisons physiques. Des mémos fuités d'observatoires évoquaient autre chose, hors des sentiers battus. Demandes officielles de données refusées. Imagerie radar interrompue. Propositions d'observation classifiées. Déclarations publiques découragées.
Ce n'est pas une simple lacune solaire. C'est un silence imposé. Les théories ont fusé. Une source d'énergie trop risquée à divulguer. Un rendez-vous destiné à rester invisible. Ou pire, une opération qu'on n'était pas censé voir. Car les équations orbitales ne mentent pas, Swan et Atlas ne suivent pas des trajectoires similaires. L'une tranche à plus de 60 degrés de l'écliptique. L'autre quasi perpendiculaire, et pourtant elles approcheront le Soleil presque côte à côte, comme attirées vers le même lieu au même instant, comme invoquées. C'est cela qu'on ne peut élucider. Statistiquement, ces orbites devraient se croiser avec des siècles d'écart. Le timing devrait être aléatoire. Les distances éparpillées. Les angles insignifiants. Mais non. Elles s'alignent. Et le Soleil en est le centre. Réfléchissez-y. Une orbite de 22 554 ans. Une trajectoire hyperbolique interstellaire. Les deux convergent maintenant. Les deux masqués ensemble. Les deux soustraites à la vue publique. Vue. Hasard ou mise en scène. Certains parlent de synchronisation cosmique, d'autres d'une manœuvre calculée. Parce que quand deux objets traversent un couloir gravitationnel avec une telle précision, et qui le font juste derrière la seule source lumineuse qui aveugle nos instruments, on se demande qui dissimule quoi et pour quelle raison. On a voulu y croire. Des comètes ordinaires, banales, prévisibles. Mais la nature ne dirige pas. Elle ne régule pas la poussée. Et elle ne se cache pas derrière le Soleil. Ce qu'on observe à présent ne ressemble pas à de la glace et de la poussière. Ça agit comme un appareil. Commençons par 3I, Atlas, le plus discret des deux. De loin, il paraissait inoffensif. Un autre objet à longue période glissant à travers le système. Mais les données sont arrivées. Un corps dominé par le nickel, avec presque pas de fer. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les comètes. Puis le CO2. Atlas émet du dioxyde de carbone à un rythme 5 fois supérieur à celui de la vapeur d'eau. Pas du tout le comportement d'une comète. Et voilà les impulsions. 3 accélérations nettes espacées de 2 semaines. Chacune accompagnée d'un changement de couleur, du rouge au neutre puis retour. Des pics de mouvement comme si Atlas activait un propulseur. 10 gigawatts d'énergie issue d'une comète, plutôt d'un engin. Et ce n'était pas seulement le déplacement. Chaque impulsion correspondait à un ajustement dans la composition de sa queue. Les concentrations de CO2 variaient en phase avec les changements de vitesse. Un schéma que certains spectroscopistes qualifient de modulation de mélange propulsif. Ce n'est pas une éjection passive. C'est une propulsion intentionnelle, conçue, maîtrisée, mise en œuvre. Passons à Swan. Swan est d'une autre trempe. Une forteresse en alliage nickel-cobalt, reflet métallique, une enveloppe argentée qui agit comme un bouclier. Sa queue, des décharges plasma rythmées, de fines corrections de trajectoire, des impulsions micropropulsives qui se répètent. Et l'estimation de puissance, 10 000 gigawatts, surpassant la production totale de la Terre. Il réfléchit comme du métal, se déplace comme une machine, résiste au rayonnement solaire comme s'il était conçu pour ça. La plupart des comètes se désintègrent en approchant du périhélie. Swan s'est renforcé. Sa queue s'est élargie. Sa trajectoire s'est affinée. Son indice de réflexion a grimpé. Et surgit l'anomalie optique. Un halo persistant autour de son noyau. Pas de glace, pas de gaz. Quelque chose d'électromagnétique, une enveloppe plasma le protégeant du vent solaire, préservant son intégrité, absorbant rayonnement et débris comme une armure. Certains l'appellent coque nickel-cobalt. D'autres y voient un vaisseau. Mais l'essentiel n'est pas le nom. C'est le comportement. Correction de cap, accélération pulsée, réflexion stable face au vecteur solaire. Swan ne réagissait pas. Il naviguait, et il convergeait droit vers le couloir d'occultation, aux côtés de 3I, Atlas. Certains imaginent un ravitaillement en énergie solaire, comme une pause ravitaillement, ou un transfert de données. D'autres évoquent une mission de récupération pour intercepter un élément défaillant, ou pire, une traque. Parce que 3I Atlas n'est pas apparu par hasard. Il a modifié sa course 2 fois, chaque fois plus alignée sur la trajectoire entrante de Swan, et chaque modification suivie de cette même signature propulsive. Si ce sont des sondes, c'est un rendez-vous. S'ils sont adversaires, c'est une interception. S'ils font partie d'un ensemble plus vaste, alors ce n'est que la première phase. Certains relient ça à Oumuamua. Premier visiteur étrange, puis 2I, Borisov, maintenant Swan. Chacun plus sophistiqué, plus dynamique, plus proche. Comme des étapes dans une longue surveillance ou une chaîne d'audit. Si c'est le cas, l'arrivée suivante ne transitera pas. Elle s'installera. Et ce qui suivra ne relèvera plus de la science-fiction.
Et si tout ça n'avait jamais été une découverte? Et si ce qu'on a vu n'était pas destiné à être vu? Deux objets, l'un émettant des impulsions contrôlées, l'autre blindé contre le Soleil lui-même, traversant le système solaire interne comme s'ils connaissaient le chemin, se croisant en silence, puis disparaissant derrière le rideau solaire, effacés non seulement de la vue, mais de la certitude. On nous a dit d'arrêter de regarder, que le Soleil rendait ça impossible. Mais les gens ont continué, depuis leurs jardins, des sommets de collines, des réseaux improvisés et des observatoires oubliés. Et ce qu'ils ont découvert n'était ni le chaos ni le hasard, mais un rythme, des impulsions, des décharges, des alignements, des motifs qui ne naissent pas de la nature, des motifs qui trahissent une volonté. Certains parlent d'un arrêt carburant, d'autres de repérage. Quelques-uns murmurent d'anciens cycles d'objets revenant tous les 22 000 ans, comme un pendule doté de mémoire. L'orbite de Swann le relie à la dernière ère glaciaire, à une époque où les humains érigeaient leurs premiers monuments. Hasard ou fil conducteur? La vérité, c'est qu'on l'ignore. Mais on sait une chose, quand les cieux se sont obscurcis, ils ont bougé. Et quand on a regardé de nouveau, ils avaient filé. Ce n'était pas du bruit. C'était un signal. Un murmure à travers les siècles. Une manœuvre observée une fois, peut-être deux, en 1000 vies. Et peut-être n'étions-nous pas censés la capter, mais on l'a fait. Et maintenant, il faut se demander ce qui suit. Si c'était un contact, il était discret. Si c'était une surveillance, elle était chirurgicale. Et si c'était un avertissement, on vient de le rater. Restez vigilants, continuez à observer, à vous interroger. Parce qu'un jour, le ciel bougera encore. Et quand ça arrivera, vous voudrez vous rappeler cet instant, car le prochain objet ne passera peut-être pas. Il pourrait rester. Et il ne viendra peut-être pas sans escorte. Abonne-toi, diffuse, grave ton empreinte dans le mutisme. On ne se contente plus d'espionner le mystère. On y plonge désormais. Musique.